Le gamin piqué par une araignée en a fait du chemin. C'est moins qu'on puisse dire. Il a relancé les super-héros au cinéma, il a eu des dramas de production incroyables, il a des films annulés aussi connus que ceux sortis, et surtout il a une fanbase aussi étendue que son multivers. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de la saga Spider-Man, et on va commencer par les débuts avec la saga de Sam Raimi, et particulièrement Spider-Man 3. Le but du format est de parler de mauvais films, ou considérés comme tels, je le rappelle. Un film décrié à sa sortie, moqué, détourné, puis peu à peu réhabilité. Nous allons voir ce qu'il en est réellement près de 20 ans après sa sortie. Je vais aussi enfin en parler, depuis le temps, les fameuses suites jetées à la poubelle du Raimiverse, Spider-Man 4 bien entendu, mais aussi le 5 et le 6, du moins ce qu'on en sait. Accrochez-vous donc, entre saga alternative et nostalgie d'un film qui a marqué l'histoire de Spidey, on a une nouvelle fois du taf les amis. Abonne-toi, lâche le like, surtout si t'es sur la télé, j'attends vos retours et idées de vidéos dans les commentaires. Cher luxonautes, viewers et fans de l'araignée, c'est parti pour notre fidèle serviteur Spider-Man. Bam, retour aux origines très rapides du projet d'adaptation cinématographique du teaser. L'histoire, on la connaît, 1977 sort The Amazing Spider-Man, un téléfilm live action avec Nicolas Hammond dans le rôle de Peter Parker. Le film sert aussi de pilote pour une série télé. Et on en reparlera un jour un peu plus en détail de ce projet. En attendant, ce qu'il faut retenir, c'est que la sauce ne prend pas. Aucun méchant connu, effets spéciaux limités, un costume kitsch pas franchement très crédible, pourtant dans la veine de ce qui se faisait à l'époque, ça reste malgré tout globalement un échec. C'est après de multiples projets, dont le fameux film de James Cameron, qui au final préférera développer un autre petit film qui raconte une histoire d'amour sur un bateau qui coule. Un film oubliable. Cela étant que je reste persuadé qu'il y avait de la place sur cette foutue planche. Et c'est Han Solo qui a tiré en premier. C'est en 2002 que Sam Raimi, ayant repris la barre du projet, nous pond Spider-Man. Tobey Maguire dans le rôle principal, James Franco dans le rôle du meilleur pote, le magnifique Willem Dafoe en bouffon vert et Kristen Dunst dans le rôle de Mary Jane Tana Watson. Je déteste la MJ du Raimiverse. De tout mon être. Le film est un carton, il rapporte 825 millions de dollars à travers le monde pour un budget initial de 139, succès critique également. Premier film de l'histoire à dépasser les 100 millions en un week-end. Il sera une révolution cinématographique pour les années à venir en créant les bases d'un nouveau genre populaire, initié un an plus tôt avec X-Men, le cinéma super-héroïque moderne. Comme il serait bête de ne pas exploiter cette nouvelle poule aux œufs d'or, Spider-Man 2 est mise en chantier directement. 200 millions de budget, sorti en 2004, il rapportera 789 millions de dollars au box-office mondial. Oscar des meilleurs effets spéciaux, il est considéré comme l'un des meilleurs films de super-héros de l'histoire. Je détestais Spider-Man 2 quand j'étais gamin. Je me faisais chier devant, je préférais largement Spider-Man 3. Ça vient peut-être de là, mon attirance pour les mauvais films. Plus sérieusement, je vous rassure, aujourd'hui, je salue totalement l'œuvre qu'est Spider-Man 2, mais je pense que le ton plus adulte, qui se concentre sur Peter et non pas Spidey, qui expose de vrais problèmes de vie, peine de cœur, soucis financiers, difficultés à trouver un emploi... Loyer. En 2004, j'avais 6 ans, et je t'avoue que ce genre de thème, ça me parlait pas trop, Qu'avec le recul, quand je vois les problèmes que j'ai eu dans ma vie adulte, j'aurais peut-être mieux fait de m'y attarder 2 secondes quand même. C'est certes une des meilleures adaptations de Peter Parker, mais c'est peut-être pas le meilleur des Spider-Man. Le film nous offre certes une scène iconique, mais il manque d'action, plus humain, plus dramatique, peut-être trop adulte, mais c'est aussi ce qui fait la force de Spider-Man 2, qui, par cette prise de risque pour un blockbuster, a su offrir un film culte. Mais le second opus reflète surtout ce qui manque grandement à l'industrie cinématographique super-héroïque moderne, la liberté créative, et on en vient donc avec les premiers problèmes pour la saga, avec notre film du jour, Spider-Man 3. Sorti en 2007 avec un budget colossal pour l'époque de 258 millions de dollars, il terminera sa course avec 894 millions de dollars au box-office mondial, faisant de ce troisième opus le plus rentable de la trilogie de Raimi. L'araignée aux œufs d'or de chez Sony continue donc de battre des records, et c'est que le début. Ce troisième épisode se déroule un an après le second, bien que 3 ans séparent les deux films, il se déroule bien environ quelques mois plus tard, ce qui est confirmé avec cette scène. Vu mon oncle mourir sous mes yeux, nous avons pourchassé la mauvaise personne et aujourd'hui, vous parlez de vos doutes depuis 2 ans, de témoignages... Et on sait que moins de 2 ans séparent le 1 et le 2. Tu te rends compte, ça fera 2 ans dans un mois qu'on me l'a enlevé. C'est pas l'information la plus importante de cette vidéo, certes, mais pour le coup, moi je pensais bêtement que comme Spider-Man 2 se déroule en 2004, Spider-Man 3 se déroule en 2007. Alors que pas du tout en fait, et je suis presque sûr que je suis pas le seul à être passé à côté de ce détail. Bref, pour le film, Spider-Man fait désormais partie du quotidien des New-Yorkais, il est relativement apprécié du grand public, et Peter Parker arrive à mieux jongler entre sa vie et ses responsabilités. Mais on va le voir, il a pris un melon colossal, il est insupportable dans ce film. C'est à se demander d'ailleurs si le symbiote est vraiment utile à cette histoire, tellement que Peter ne se sent plus pisser. En parlant symbiote, alors que MJ et Peter passent du bon temps en nous montrant qu'ils sont enfin en couple, un étrange météore faisant très peu de dégâts s'écrase non loin d'eux. Il en sort une mystérieuse substance noire organique. On enchaîne directement sur Flint Marko, fraîchement évadé de prison, il cherche à sauver sa fille malade par tous les moyens. Retour sur Peter qui annonce à tante May vouloir épouser MJ, pendant qu'au même moment, Harry subit la même expérience que son père pour gagner en force et devenir l'héritier du bouffon vert et enfin venger Norman Osborn, ce que l'on nous promet depuis la fin du premier film. Et bordel, souffle un coup s'il te plaît, c'est le gros problème du film, il est trop rapide, on est à 15 minutes, on a déjà l'intrigue Peter, l'intrigue homme sable, l'intrigue symbiote, l'intrigue Harry qui nous est lancé comme ça à la gueule. Alors autant le 2 des fois, il était trop lent, mais pour le coup lui le 3, il est trop speed.
vide, ou peut-être juste tout simplement trop rempli. Attardons-nous 2 secondes sur Harry Osborn. On nous montre un masque de bouffon vert chromé. On aurait pu se dire que le nouveau bouffon vert aurait une armure chromée, mais non, lorsqu'il attaque Peter, on découvre un snowboarder ultra technologique. Et non seulement je n'ai jamais aimé ce design, mais déjà gamin, je le trouvais particulièrement con et incohérent dans l'univers. Déjà, de base, c'est un peu con quand même, hein. Le planeur et l'armure du bouffon vert découlent de recherche militaire, et je vois pas trop à quel moment des soldats sur des planeurs avec des masques de gobelins c'est crédible ou logique sur un champ de bataille, hein. Tu m'étonnes que l'armée ils aient voulu arrêter les subventions du projet. Si vous ne réussissez pas une expérience humaine avant cette date, je vous retirerai votre financement. Et encore, hein, je rappelle que le design original du bouffon vert dans le premier film c'était ça, hein. Alors ça fait certes moins Power Ranger, mais au niveau réalisme et crédibilité militaire, je vois pas où ça match, hein. Mais vas-y, suspension d'incrédulité, tu peux accepter le Green Goblin tel quel. Par contre, ce que j'accepte pas, c'est que ce planeur, bien plus technologique et pratique, existe et on en a jamais fait mention. Et j'ai du mal à croire qu'il aurait été développé entre le 2 et le 3, puisque entre la disparition de la combinaison dans le premier film, qui a dû coûter cher à Oscorp, sans compter le financement d'Octopus dans le 2, Je suis ruiné. je ne vois pas à quel moment ce truc aurait pu être développé après, et combien même de toute façon le film n'apporte pas d'explication là-dessus. Ce design de New Goblin, comme il est crédité, est un vrai problème dans la logique et la cohérence de l'univers, en plus du fait d'être vraiment dégueulasse, je suis désolé. À moins que ce soit parce qu'au final le personnage soit pas tant que ça visible dans le film, et donc ils avaient pas envie de se faire chier à faire un design trop complexe et trop cher à mettre en place, ce qui en plus ruine totalement la crédibilité du scénario Vengeance installé depuis le premier film, en plus d'utiliser ce prétexte pour faire des scènes fluides de slalom dans les airs notamment, hein, ce qui serait pas possible avec un Big Planner. Puis si pour une raison ou une autre, au pif, il s'allie à Spider-Man à la fin, un design de gobelin c'est pas crédible comme allié du tisseur, hein. Et privilégier une logique de mise en scène comme ça là, aux dépens de la logique de ton univers, ça porte un nom. Rule of cool, c'est le principe qui rend tout acceptable et justifiable pourvu que ce soit cool à l'image. C'est un peu dans la même logique que la suspension d'incrédulité, mais la différence ce coup-ci, c'est une priorité de mise en scène aux dépens de la logique de l'univers du film et non de notre réalité. Bon, cela étant, design dégueulasse ou pas, on a enfin Harry en New Goblin, hein, chose attendue depuis la fin du premier film, hein. Espérons donc maintenant que sa vengeance tant redoutée soit à la hauteur des attentes. Je sais absolument pas pourquoi je fais monter le suspense, le film est sorti à 20 ans, tout le monde le sait que c'est déceptif. Bon, la scène est devenue un petit peu iconique avec le temps, Peter qui essaye de rattraper la bague, le combat de voltige dans la ruelle, mais le coup de l'amnésie... Peter, tu t'attendais à quoi en faisant ça, sérieusement? Bon, si on retire le fait que c'est une action très conne de Spidey qui, au final, a surtout eu de la chance que Harry ne soit pas mort d'une commotion cérébrale, ça reste que cette foutue amnésie est un énorme foutage de gueule. La faute à Venom, ou à Sony plutôt en l'occurrence. On le sait, je vous apprends rien, Venom a été imposé à Sam Raimi, qui voulait de base un film dans la même veine que le 2, en centrant son histoire sur l'homme sable et la vengeance de Harry. Sauf que le forcing d'y mettre le symbiote a obligé quelques réadaptations de scénario, et comme il fallait développer l'intrigue symbiotique, il a fallu réduire l'importance d'un méchant, et donc c'est Harry qui sera mis littéralement en pause dans l'intrigue. Petit coup sur la tête et je me sens tout léger. On aura au moins un développement de l'homme sable, qui est la force de ce film, hein. Flint Marko, poursuivi par la police, tombera dans une cuve remplie de sable sur laquelle sera fait une expérience qui transformera notre antagoniste en une entité à l'ADN modifié, faisant de lui un être de sable. La scène de renaissance est une beauté rare, les FX sont d'une qualité telle que ça n'a pas vieilli d'un grain, comme un grain de sable. Allez, on enchaîne. Cette séquence est poétique, émotionnelle, la musique est magnifique et fait un peu respirer le film qui en avait sérieusement besoin. Mais pas le temps de se reposer malheureusement puisque Gwen Stacy, très mal adaptée dans cette histoire, camarade de classe de Peter, se retrouve en chute libre après un incident de grue spectaculaire. Spidey la rattrape en plein vol. Et c'est extraordinaire qu'il n'y ait pas plus de victimes quand tu vois le nombre de débris qui tombent en arrière-plan. Mais bon, par contre toutefois, cette scène a quand même la particularité d'être plutôt exceptionnelle dans le monde du cinéma des années 2000. Et oui, nous sommes à peine 6 ans après le traumatisme des événements de 2001, et détruire un bâtiment comme ça dans New York, on ne le voyait plus trop dans les films de cette époque, hein. Cette scène est l'un des premiers pas vers la transition au retour des destructions fictives au cinéma, qui sera totalement franchie avec Avengers en 2012. Bon, mettons de côté le petit côté historique, revenons à cette scène qui nous introduit donc le personnage d'Eddie Brock. Brock, monsieur, Edward Brock Jr. Nouveau photographe au Daily Bugle et concurrent direct de Peter Parker, qui se voit affronter pour obtenir une embauche au Bugle. Notre Spidey obtiendra les clés de la ville, et sérieux meuf, c'est quoi cette réaction hyper surjouée là? Non mais vraiment. Il m'aime. Et lui, il est de plus en plus insupportable, redescend sur Terre. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-moi un smack. Je peux? Ouais, tu vas adorer. Quand je vous
nous dit qu'il avait pas besoin d'un symbiote pour être un connard. Oui, dans les comics, ils sont en couple, mais là, dans cette histoire, il est avec MJ, et malgré une cachotterie de cette dernière sur son renvoi du spectacle qu'elle jouait, leur couple se porte bien. Il y a aucune raison autre que son maxi melon d'embrasser Gwen à ce moment-là. Il aurait eu le costume noir, j'aurais compris, mais là, ça n'a aucun foutu sens, surtout que depuis 3 films, Peter nous les brise avec son amour inconditionnel pour MJ. Je déteste ce qu'ils ont fait de Peter Parker dans Spider-Man 3. Tu ne peux pas faire de lui un connard quand dans ton histoire il y a le symbiote, si quand il fait le connard, il n'a pas le costume noir sur lui. Je suis désolé, mais c'est une erreur d'écriture monumentale. MJ le prend mal, et c'est tout à fait logique, et après un premier affrontement avec l'homme sable, Peter l'invite le lendemain dans un resto pour lui demander sa main, avec une confiance qui me donne définitivement envie de lui foutre des patates de forain, un supplément coup de pied dans les couilles. Il va s'embrouiller avec MJ car Gwen qui passait par là est un peu tactile avec Peter. Sur le papier, rien de méchant, sauf que dans le contexte, en plus des événements de la veille, il a l'air d'avoir une maxi érection, regarde-moi sa tête, et dire qu'hier ma langue était dans sa bouche, putain. Et c'est la seule fois où je vais tolérer que MJ fasse du mal à Peter. Où est-ce que tu vas? S'il te plaît, ne me suis pas. Merci beaucoup MJ. Bon, c'est malheureux à dire, mais ce qui va le faire un peu redescendre, c'est qu'il va apprendre qu'au final, l'assassin de l'oncle Ben, c'est Flint Marko, qu'il reconnaît directement, et ça le met dans une colère noire. Au sens littéral, parce qu'au soir... Bon ok, le costume est pas comics accurate, mais il est assez stylé, et heureusement qu'ils l'ont adapté parce que les premiers essais costumes montraient plus une combinaison sadomaso qu'autre chose, hein. En parlant comics Spider-Man, après cette vidéo, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil au TikTok de Rorzan Spider-Verse. T'avais pas plus simple comme pseudo mon ref, s'il te plaît. Bref, en tout cas, vous l'aurez compris, il nous parle de comics Spider-Man, c'est vraiment intéressant, en vrai, il est passionné de l'homme araignée, donc je vous fais un rappel à la fin, n'hésitez vraiment pas, vous serez pas déçus. S'ensuit une scène qui, ok, nous montre un Spider-Man vraiment vénère qui retire pas vraiment ses coups pour une fois, prêt à tuer sans scrupule l'homme sable, cela étant que je ne comprends pas comment ça se fait qu'à ce moment-là... le symbiote ne réagisse pas à un tel niveau sonore, mais enfin bref, en tout cas la scène a au moins le mérite de nous montrer ce qu'on veut voir d'un Spider-Man en costume noir, à l'inverse des scènes qui suivent, où au lieu d'avoir un Dark Peter, on a le fameux Emo Peter, qui est cringe et ridicule, hein. Il aura pas de scrupules, oui c'est vrai, à balancer Eddie Brock qui a vendu une photo falsifiée au Bugle, ruinant sa carrière de photographe journalistique, mais ça reste quand même nanardesque, hein, globalement. Prises de vue sont géniales. Un de ces 4, c'est vous que je vais prendre. Le symbiote augmente aussi la libido, visiblement. C'est certes un peu drôle dans la bouche de Peter, ce genre de dialogue, mais ça fonctionne pas, hein. Depuis le début du film, on nous dépeint un Peter qui a pris la grosse tête, se permet de pécho alors qu'il est avec MJ, il est arrogant et se veut menaçant auprès de Eddie bien avant la révélation sur l'oncle Ben. Et surtout, tout ça avant que le symbiote ne prenne possession de lui. À croire que le Peter Emo aurait fini par arriver à un moment ou à un autre, et ça, même sans symbiote. Cette direction d'un Peter grosse tête au lieu d'un Dark Peter aboutit à un résultat auto-parodique qui déjà à l'époque était franchement bien ridicule. Et c'est là qu'on voit que Sam Raimi n'aimait pas du tout l'arc autour de Venom et du costume noir, hein. Il le maîtrise vraiment pas et ça se ressent particulièrement dans la manière dont il a adapté l'histoire du symbiote. Pendant que Peter se déhanche, MJ en fera tout autant chez Harry. Ce film devient une comédie musicale, bordel, et d'ailleurs ça existe. Ça s'appelle Spider-Man Turn of the Dark, c'est une comédie musicale dans l'univers de Spidey et l'homme palmier là c'est le bouffon vert. Ça me fait relativiser le design de Harry, et justement revenons-en à lui. Après un rapprochement avec MJ qui partira car elle le regrettera instantanément, il va se souvenir que le film devait à l'origine être centré sur lui, et va menacer Mary Jane en l'obligeant à quitter Peter. Mais heureusement, ce dernier étant Spider-Man, elle sait qu'elle peut lui dire ce qui se passe vraiment. Il saura la protéger et s'occuper de Harry comme il se doit. Nah, elle va juste suivre bêtement les instructions qu'Harry lui a données, et Peter en réponse il va faire ouais. Je rigole pas, regardez. Ouais. Ce qui serait vraiment parfaitement complètement inutilement ridicule, ce serait que la scène suivante, Harry lui révèle directement le poteau rose. Péter va lui Peter la gueule, je crois que c'est l'inverse. Et là je reconnais qu'il est cool, on sent vraiment qu'il se donne plus de limites, hein, qu'il se laisse consumer par le symbiote et il laisse ressortir toute sa colère. Hein. Ce qui aurait été vraiment badass, c'est qu'il démonte Harry sans dire un mot, parce que les dialogues... Déjà fatigué? Ça picote un peu, hein? Regardez notre bouffon vert junior. Tu vas chialer? Je t'ai protégé au lycée, mais ce soir, je vais éclater ta face de rat. Tiens, une nouvelle preuve que Peter n'a pas besoin du symbiote pour être un connard dans ce film, puisqu'il prétend qu'il n'y a rien entre Gwen et lui. Alors ok, certes très bien, sauf que MJ à peine parti, qui c'est qui va voir pour un date? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu trouves McNeil? C'est pas trop habillé ou Tu trop... rigoles ou quoi? T'es carrément canon, ma biche. Je vais pas m'attarder sur ce dialogue, cela étant que ce que je veux souligner, c'est que Peter a déjà essayé de pécho Gwen là, avec le bisou, rappelez-vous.
MJ vient à peine de la quitter, qui sort déjà avec Gwen, T'es carrément canon, ma biche. avec qui, soi-disant, il n'y a rien. T'es juste une fille de ma classe, MJ. Il y a tellement rien qu'il a essayé de la pécho. Avant d'avoir le costume noir. Quand je vous dis que cette scène aurait dû être faite quand il a le costume noir, ça aurait été beaucoup plus cohérent. Ça démontre surtout une chose, à quoi sert Gwen en réalité dans cette histoire. Je vais pas vous faire l'affront d'expliquer en détail l'importance du personnage, hein, surtout pas après les futurs Amazing Spider-Man, mais bordel, tu peux pas mettre Gwen Stacy dans une histoire de Spider-Man et en faire un simple plan B pour Peter. Des copines inutiles en second plan, tu pouvais adapter Liz hein, par exemple, hein, mais pas l'un des personnages les plus importants de l'univers de Spidey, je suis désolé. C'est comme supprimer l'oncle Ben, ça n'aurait aucun sens. Pourquoi la vidéo elle s'enchaîne pas? Bon, nous avons le droit à une nouvelle scène ambiance cabaret ce coup-ci, un peu moins ridicule que la scène précédente quand même. Ça dégénère après ça entre Peter et MJ. Après la scène épique et assez culte, en plus d'être comics accurate, nous assistons à la naissance de Venom. Et à mes yeux, le film aurait pu s'arrêter là. Alors ok, oui, il aurait fallu un combat final, une petite conclusion quand même un petit peu plus poussée, mais dans les faits, le film aurait pu s'arrêter là. Parce que là, il reste un peu plus de 30 minutes de film. Alors ça n'a jamais été officialisé, mais tout de même évoqué d'après certaines rumeurs lors de la production, de faire de ce Spider-Man 3 un film en 2 parties. Et franchement, ça aurait été mieux, hein. Une première partie centrée sur la vengeance de Harry et un Peter sous emprise symbiotique avec la naissance de l'homme sable, et une partie 2 centrée sur Venom, le retour de l'homme sable, et je sais pas, admettons, tu peux introduire un ennemi un peu bateau, style le lézard ou le vautour, hein, pour ajouter un peu d'action, ce qui n'est pas incohérent puisque ça a vraiment été évoqué lors du choix des ennemis pour ce film. Parce que ok, Sam Raimi ne voulait peut-être pas de Venom dans son histoire, sauf que eux, Sony, le voulaient, et ils ont insisté pour l'avoir, et ils l'ont eu. Sauf qu'au final, utiliser ce grand méchant de l'univers de Spider-Man sur 30 minutes, ça revient à s'arrêter en plein milieu des préliminaires avec le crush de tes rêves. En plus, l'autre problème, c'est qu'au final, on voit plus la gueule de l'acteur que Venom réellement, et par-dessus le marché, une fois de plus, MJ a trouvé le moyen de se faire kidnapper. Ouais, ça aussi, ça y est, on en a marre, et 3 fois Spider-Man, il affronte un grand méchant, 3 fois MJ se fait kidnapper, et c'est bon, déjà dans le 2, c'était trop, c'est quoi? Il peut pas juste sauver la ville de New York pour sauver la ville de New York, non, il faut qu'impérativement qu'MJ soit sauvé, sinon il passe pas à l'action Spider-Man, c'est pas comme si c'était un super héros. Non mais sérieux, si au moins elle avait pu crever au moins une fois dans un de ses kidnappings, je sais pas, non, dans le 4 ça aurait été quoi? MJ s'est encore fait kidnapper, tiens. Pour le coup c'est vraiment le gros problème de la saga de Sam Raimi, hein, le kidnapping systématique de Mary Jane, ça marche une fois, pas 3, et à force c'est étonnant que personne se soit posé la question, après 3 kidnappings dont 2 médiatisés, de qui dans son entourage pourrait être Spidey, parce que franchement c'est un peu grillé qu'elle connaît Spider-Man à titre personnel pour que ses ennemis s'en prennent à elle à chaque fois. Par contre s'il y en a un qui est vraiment cool je trouve dans ce combat final, c'est Harry. Si en méchant son design est ridicule, dans le contexte où il est Spidey, ça marche un petit peu mieux et donne du dynamisme au combat par-dessus le marché. Combat qui avait très mal démarré pour l'araignée, hein, qui n'avait pas pris aussi cher depuis le premier film. Peter morfle réellement, hein, et passe vraiment à 2 doigts de la mort. Et c'est accessoirement aussi le premier film où Spider-Man ne gagne pas vraiment à la fin. Et oui, alors ok, MJ est sauvé, hein, mais Harry se fait transpercer par son planeur, comme son père, n'est-ce pas Bernard? Oui, je ne peux pas évoquer les problèmes du film sans parler de Bernard. Ce qui a convaincu Harry d'aller aider Peter, c'est que le majordome de la famille Osborn, après 3 ans de rage montante de Harry qui s'est détruit la vie, a décidé de faire une petite révélation. La lame qui a transpercé son corps était une lame de l'avant de son planeur. Il n'y a aucun doute possible. Il s'est tué lui-même. Bon déjà, Bernard, t'es viré, mais surtout c'est exceptionnel de se dire qu'ils ont définitivement détruit l'arc vengeance de Harry. Le mec il est au courant depuis le début que Norman s'est tué lui-même, il a laissé Harry plonger dans l'alcool, se bouffer la vie à attraper Spider-Man au point de donner tout le tritium à Octopus qui a failli détruire la ville et peut-être même plus, à faire une expérience pour devenir le New Goblin, ce qui aboutit à un combat avec un Peter sous symbiote qui lui explosera une grenade au visage le défigurant, et lui, au calme, il a rien dit depuis 3 ans. Va te faire enculer Bernard. C'est encore un Deus Ex Machina des plus rocambolesques. Non mais sérieusement, le mec en une réplique, il a détruit l'entièreté de l'arc du bouffon vert installé depuis le premier film. Je vais serrer. Bon en tout cas, bref, retour au combat final où Spider-Man a perdu. Donc comme je le disais, Harry sera transpercé par son planeur, Eddie Brock, bouffé par la vengeance, mourra avec le symbiote, ne permettant pas à Peter d'intervenir à temps pour le sauver. Et son couple avec MJ est totalement à reconstruire. Le seul point positif de ce combat, c'est l'échange poignant entre l'homme sable et Peter qui le pardonnera d'avoir tué son oncle, expliquant que c'était un malheureux accident. Le film se termine sur Peter et MJ dansant dans une fin mélancolique où tout est à reconstruire, là où les autres films se terminaient sur un Spidey se balançant. Cette fois, on clôt l'histoire sur un Peter qui cherche le pardon auprès de Mary Jane. C'est d'ailleurs plus ou moins l'un des thèmes du film. Pardonner Flint Marko, se pardonner à soi-même, pardonner nos mensonges, pardonner nos mauvais comportements, nos secrets, nos combats qui dépassent le cadre légal pour sauver un proche malade qui parfois aboutit à des dommages collatéraux. Du coup bon, on sait que c'est pas le plus mauvais des films Spider-Man, hein. Pour ça faudra attendre la molette
faiblesses de la version MCU, dont on parlera dans une future vidéo. Mais par contre, on est sûr d'une chose, c'est que ça reste quand même le plus mauvais de la trilogie de Sam Raimi. Il est en dessous des deux premiers, et les retours critiques ne vont pas dire le contraire, hein. La faute à Sony qui a retiré une liberté créative qui a pourtant fait ses preuves à un Sam Raimi plein de bonne volonté pour cette saga. Il a d'ailleurs voulu reprendre sa liberté pour un Spider-Man 4 annoncé pour 2011, et c'était en développement très actif comme vous le savez. Les grands méchants étaient le Vautour et Black Cat dans un New York où Spidey est bien installé, affrontant des vilains du quotidien comme Mysterio. Tout le monde était au taquet pour le projet, surtout les studios qui avaient annoncé la date de sortie avant même que le scénario soit fini, imposant une deadline et un développement rapide qui aurait abouti à un film rushé, ce qui a fortement déplu à Sam Raimi, voulant proposer un film travaillé et qui va préférer quitter le projet, suivi par le casting. Sony, dont on va en reparler un peu plus en détail au moment venu, est l'un des grands méchants de l'histoire de Spider-Man au cinéma, parce que dès l'instant où ils ont mis leur grain de sel à partir de Spider-Man 3, c'est là que les problèmes ont commencé à arriver pour la saga. Le manque de liberté imposé à Raimi n'a pas uniquement enterré Spider-Man 4, mais aussi le 5 et 6, il prévoyait au long terme une seconde trilogie. Le 5 et le 6 n'étaient qu'au stade d'idées, suite logique, donc on a peu d'informations, à part qu'on aurait vu un Peter plus adulte, logique, le mariage avec MJ, toujours pareil si on suit les comics, et pour les méchants, à part le lézard, qui serait apparu forcément à un moment, car envisagé pour le 2 et le 3, et surtout le Dr Connors existe dans cet univers, on ne sait pas lesquels auraient vraiment été choisis au final. On aurait sans doute eu le retour de l'homme sable, comme ennemi du quotidien de Spidey, Black Cat aurait aussi été de la partie, puisque introduite dans le 4, Mysterio n'est pas non plus improbable, et le masque chromé du bouffon vert aurait peut-être abouti au super bouffon, et finir sur un Spider-Man 6 avec les Sinister Six, c'est pas déconnant de l'envisager, mais c'est de la spéculation, se basant sur ce qui a été introduit dans les films sortis, les plans officiels pour le 4, et donc la suite logique en se basant sur les comics. On peut voir d'ailleurs, via des scènes coupées, ce que ça aurait donné à Sam Raimi un peu plus libre. Je pense à la scène du château de sable où Finn te rend discrètement visite à sa fille et joue même avec par le biais de ses pouvoirs. Tu sens que le personnage aurait dû être plus présent dans le film, sans compter le gâchis de la conclusion de l'arc de Harry. Mais depuis le début, quand il regarde bien, j'expose principalement des problèmes d'écriture, mais si tu dézoomes un petit peu, que tu ziotes sur le reste, en vrai c'est pas si catastrophique. Les effets spéciaux sont globalement bons et ont même plutôt bien vieilli, on en a déjà parlé. Les musiques sont somptueuses, le thème de l'homme sable est créé de telle sorte à ce qu'on ressente les mouvements du sable à travers les instruments. La musique menaçante du symbiote, devenue un mème depuis certes, n'en reste pas moins plus que marquante, épique, grave, sombre, tout à fait adaptée à la menace. La musique est plus menaçante que le personnage dans le film au final, c'est dire la réussite musicale. C'est Christopher Young qui prendra la suite de Danny Elfman pour ce troisième film, qui a préféré quitter le projet pour différents créatifs. C'est là que tu vois que Sam Raimi est quand même un bon réalisateur qui sait bien s'entourer, parce que quand tu vois que même son projet final de Spider-Man 3, il est en dessous de ce qu'il nous a proposé jusque là, ça reste quand même pas dégueu. Spider-Man 3 n'est pas un mauvais film, c'est un projet saboté par un studio qui n'a pas compris que ce qui fait un bon Spidey, c'est la manière dont le réalisateur aborde le héros. Si les Dark Knight de Nolan sont aussi bons, malgré là aussi un troisième opus en dessous, mais bon, pour des raisons différentes, c'est parce qu'il a eu une immense liberté créative. Laisser un réalisateur mettre une vision sur un projet, c'est ça aussi qui fait de certains films des films cultes. Sauf que nous arrivons aussi à un tournant dans l'histoire des films de super-héros. Après plusieurs échecs dans les films super-héroïques, Daredevil, X-Men 3, Les 4 Fantastiques, Le Surfeur d'Argent, Superman Returns, bien qu'à tort pour ce dernier, il était tout de même temps de se renouveler pour le genre. L'ombre des univers partagés lancé en 2008 avec Iron Man plane au-dessus du cinéma super-héroïque, et avec l'annulation de Spider-Man 4 et la réussite du lancement du MCU côté Marvel, ça a donné quelques idées à Sony. Mais ce sera la prochaine fois, n'hésite pas à jeter un coup d'œil au TikTok de Rorzan comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo, n'hésite pas aussi à lâcher le petit like surtout si t'es sur la télé, l'abonnement, le commentaire pour donner ton avis ou des idées de thèmes pour le futur des futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.